Bonjour, Riyad Abouza, je suis praticien hospitalier à l'hôpital Saint-Louis. Je m'occupe d'immunogénétique dans le département Jean Dossé, d'immunologie et d'histocompatibilité, et je dirige une petite équipe justement au niveau de l'unité INSERM U940. Et la conférence qui va avoir lieu aujourd'hui concerne essentiellement cet aspect majeur qui est justement le déterminisme immunogénétique au cours des troubles bipolaires. Merci Marion, merci de m'avoir invité, merci à la Fondation et merci à tous d'être présents. Effectivement, je n'ai pas été atterri, j'ai été kidnappé, donc il faut dire les choses en face. Alors, juste avant de commencer, je voudrais m'excuser d'un changement dans le topic en fait. Il y a 1 an et demi, quand on avait décidé de parler de cytokines et de profils immuno-inflammatoires et lymphocytaires, les choses semblaient vraiment bouger. C'est-à-dire que ça se dessinait vers une organisation en pathway, etc. Et là, on s'est aperçu, il y a 4-5 mois, quand il a fallu réfléchir au topo, que pour l'instant, il n'y avait pas de choses établies, qu'il y avait effectivement des cytokines qui montaient, qui descendaient dans tous les sens, mais qu'il n'y avait pas de choses pragmatiques, de choses utilisables en tant que biomarqueur, en tant que soi. Donc c'est pour ça que moi j'avais pris la décision en accord avec Marion, de vous montrer plutôt des choses qu'on a acquises au fur et à mesure des 3 dernières années en termes d'empreintes génétiques et d'empreintes immunogénétiques, c'est-à-dire de gènes qui contrôlent la réponse immunitaire. Et ça, aussi bien dans un cadre de découverte de biomarqueurs, puisque ça nous permet, c'est de l'ADN, ça reflète un déterminisme individuel, que dans le cadre de compréhension de la physiopathologie, parce que derrière, il va y avoir, j'espère, toute une série d'études fonctionnelles qui vont nous permettre d'appréhender des voies thérapeutiques, et enfin, de sortir, si possible, ce qui a été fait pour les maladies cardiovasculaires et autres, un algorithme de risque. Alors, le fil conducteur, dès le départ, bien évidemment, ça a été la piste infectieuse. Ça, c'est admis, ça fait plus d'1 siècle qu'on sait qu'il y a une notion de saisonnalité. On sait que ça varie, les naissances de schizophrènes, de bipolaires varient en fonction des saisons de naissance, avec des pics particuliers au niveau de l'hiver et au niveau du printemps, par exemple. Cette piste, maintenant, elle est bien entendu notre fil conducteur et notre cœur de cible, mais on commence à s'apercevoir qu'elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule à avoir une influence sur justement ce background immunogénétique, et j'espère pouvoir en parler par la suite. Il y a d'autres choses, c'est-à-dire des substances endogènes du corps qui sont censées être éliminées en dehors de tout contexte infectieux et que le système immunitaire n'arrive pas à éliminer et qui sont à l'origine des syndromes inflammatoires. Donc, ça, ce sont les 2 derniers papiers. Enfin, 2 derniers papiers, c'est les évidences de ces 2 dernières années. C'est le travail qui a été fait par Nora et avec toute l'équipe sur la mise en évidence de la relation toxoplasme et bipolaire. C'est la première fois que ça a été montré. Et un papier récent où on a montré que, effectivement, il y avait une influence au niveau pendant la grossesse des infections par des infections toutes bêtes, communes par influenza. Alors, le problème, c'est quel est le lien et par quels moyens allait-on démontrer le lien? Nous n'avons pas les événements intra-utérins, nous n'avons pas les événements périnataux en termes d'infection, et donc là, on est obligé de se rabattre sur du matériel qui nous permet d'étudier a posteriori, c'est-à-dire l'ADN. Alors, quand même, les choses se sont structurées sur la compréhension du trouble bipolaire. Et ça nous a arrangé, puisque finalement, ça rentrait dans le cadre de la réflexion qu'on avait sur le fait que, vous ne l'apprendrez pas, c'est vous qui me l'avez appris, que ce n'était pas une succession de phases, de thymie, de manie, etc., mais que c'était beaucoup plus une maladie qui était chronique, qui progressait de manière assez sournoise sur le plan biologique, assez violente sur le plan physique, et qui constituait vraiment un syndrome finalement je dirais multidisciplinaire, multi-organes. Alors, si on regarde,
voilà actuellement comment on peut concevoir, comment est conçu, je pense, peut-être pas par la majorité des psychiatres dans le monde et des immunologistes aussi, mais l'évidence même, c'est que nous sommes en présence d'une pathologie qui est multigénique, qui est multifactorielle. Dans cette pathologie, il y a une constante, quel que soit le patient, quand on voit l'évolution. C'est la présence d'une ou plusieurs comorbidités. Le substratum commun de toutes ces comorbidités, évidemment, c'est des bouleversements biologiques beaucoup plus profonds, mais si on cherche le fil conducteur au niveau de ces comorbidités, c'est des dérégulations de la fonction immunitaire. Donc, ça nous a confortés dans notre choix et dans nos hypothèses, surtout qu'il n'y a plus de concept d'immune privilege. On sait que le cerveau et le corps ne font qu'un, et que ça va dans un sens comme dans l'autre. Et on sait qu'une chose, c'est que toutes les molécules majeures de l'immunité traversent ou sont synthétisées dans le cerveau. La majorité de ces molécules, du moins les plus importantes, sont codées par des gènes qui sont polymorphes. Et ces polymorphismes ont été montrés dans d'autres pathologies auto-immunes comme étant importants, fonctionnellement associés à ces pathologies. Donc, voilà un petit peu le paradigme. C'est-à-dire, d'un côté, on a une pathologie avec des signaux, des hits. De l'autre, on a des molécules qu'on connaît. Et là, la question se pose tout de suite. Très bien, on a au centre quelque chose qui contrôle de manière individuelle et pas de manière fondamentale, c'est-à-dire que quand vous étudiez un gène d'immunogénétique, vous cherchez une association qui n'est pas une association, on ne cherche pas une mutation responsable. On cherche un événement génétique qui rajoute un risque à d'autres mutations génétiques. Comment étudier ça? Quelle approche? Alors, on est à l'ère des GWAS déçus, c'est-à-dire que on a des puces à je ne sais combien de millions, on a des milliards de SNP, on a des hits, on a plus ou moins des chromosomes qui sont identifiés, des régions chromosomiques, etc. Mais comment revenir sur la fonction? Ça, on ne sait pas faire pour l'instant. Et nous, on n'en a pas la capacité, ni la technologie, ni le temps. Alors, quel gène choisir? Si on fait une approche gène candidat, on ne peut pas faire un choix au hasard. Donc, ce que j'ai appelé là, ça c'est récent, l'evidence-based immunogenetics, c'est-à-dire on se place en réflexion. Ça fait 25 ans que je fais de l'immunologie, de l'immunogénétique. Donc, ça fait 25 ans que je sais ce qui se passe dans des situations de lupus, dans des situations d'arthrite rhumatoïde, dans des situations majeures de transplantation. La transplantation, c'est quelque chose de phénoménal pour la mise en évidence justement de ce type de marqueurs génétiques. Pourquoi? Parce que vous avez un patient, quelle que soit la pathologie, leucémie ou autre. À un moment donné, vous faites un reset de son système immunitaire, c'est-à-dire vous le conditionnez. Vous le conditionnez pour remplacer son système immunitaire par un autre. Et dans la phase de reconstitution immunitaire, c'est-à-dire dans la phase où cette immunité, c'est pratiquement, c'est comme s'il était en renaissance immunitaire, ce qu'on appelle la reconstitution. C'est pendant cette phase-là que le pouvoir de détection des SNP est absolument extraordinaire. Donc, fort de tout ça, on a fait des choix qui n'étaient pas des choix fondamentaux. Il y avait toute la littérature derrière, etc. Mais il y avait aussi, surtout, l'expérience de ce qui se passe en immunogénétique non psychiatrique. Voilà. Donc, on a commencé à réfléchir. Où commence-t-on? Donc, je vais être très honnête, on n'a pas suivi. La réponse immunitaire, ça commence au niveau de la peau, ça commence au niveau des muqueuses, ça commence à un point quelconque. Il y a l'immunité innée qui se met en place, non spécifique. C'est-à-dire que cette immunité est là pour combattre quelque chose qui est dangereux pour le corps. Ça suit son cours, il y a une réponse inflammatoire. C'est résolu, c'est très bien. Ce n'est pas résolu pour des raisons X ou Y, il y a une période d'inflammation qui est mi-chronique, mi-aiguë. Ce n'est toujours pas résolu, il y a ce qu'on appelle l'immunité adaptative.
C'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui vont entrer en jeu, qui reconnaissent de manière spécifique l'antigène ou le métal ou le toxique en cause. Et cette reconnaissance spécifique permet son élimination définitive par des cellules spécialisées. Donc c'est le continuum simple, très simplifié de la réponse immune. Donc on a commencé par, on a étudié pas dans le bon sens, parce que ça dépend des degrés des financements, des étudiants, des bidules, etc. Donc, réorganiser un topo, on a démarré par les toll-like récepteurs. Les toll-like récepteurs, c'est le premier récepteur que rencontre quelque chose qui est censé être éliminé. Alors, c'est une définition très, très globale, celle-là. Les toll-like récepteurs font partie des PRR, des Pattern Recognition Receptors, c'est-à-dire qu'ils sont à la surface d'une cellule. Il y en a une dizaine, vous allez voir, il y en a 13 actuellement identifiés. Ils sont susceptibles, ils sont capables de reconnaître n'importe quelle substance. Et ils reconnaissent ce qu'on appelle les PAMP, les Pathogen Associated Molecular Patterns, c'est-à-dire, quel que soit le fragment de bactéries, de virus, etc., il y a un toll-like récepteur qui le reconnaît. Après, que ça marche et qu'il y ait une réponse ou pas, c'est conditionné par d'autres facteurs. Donc, voilà un peu le rôle majeur des TLR. Et ce qui nous a poussé justement dans ce concept de réponse anti-infectieuse, et finalement de réponse anti-infectieuse qui n'est pas bonne parce que sinon on ne serait pas avec cette composante infectieuse dans le bipolaire. Et en partant de là, vous voyez, il y a un pathogène, il y a une réponse immunitaire qui se met en place, il y a une production de ces fameuses cytokines qui finalement ne sont que des médiateurs. Ce ne sont pas les cytokines qui altèrent les cellules. C'est beaucoup plus loin, on verra, c'est le NO, c'est les produits dérivés, etc., de la réponse inflammatoire. Les cytokines sont là, c'est des communicants entre cellules pour donner des signaux. D'accord ? Et ensuite, il y a cette réponse immunitaire. Alors, voilà un peu le schéma coloré, multi-trucs de tous les TLR. Ce qu'il faut voir, c'est les TLR sont là. C'est tout ça, c'est toute cette famille-là. Ce qu'il faut voir, c'est qu'ils sont capables de reconnaître du RNA viral, ils sont capables de reconnaître du LPS, ils sont capables de reconnaître tout ce qui provient de bactéries, tout ce qui provient des levures, c'est-à-dire et ça dans le concept des microbiotes actuellement, c'est très important. En fait, tout est reconnaissable par les TLR. Il y en a qui sont plus importants que d'autres. Et c'est là, justement, où rentre cette histoire d'immunogénétique based evidence. On a commencé par le TLR4. Donc TLR4, ça a été le premier. Alors TLR, ça veut dire toll-like receptor. Et toll, c'est en fait, il a été découvert chez la drosophile par un Allemand. Et quand il a vu son axe dorsoventral qui était susceptible de reconnaître, il s'est écrié en allemand toll. Fantastique. Voilà. Et de là est parti le nom toll-like receptor. Et le TLR4 a été un des premiers étudiés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était la molécule à la mode pendant les années 2000. Alors, il y a eu dans tous les sens. Et à un moment donné, il y a eu des souris knockout, il y a eu des études fonctionnelles qui ont prouvé que c'était un acteur majeur de la reconnaissance des LPS, du lipopolysaccharide, c'est-à-dire que tout ce qui provient des bactéries, non seulement des LPS, mais pratiquement reconnaissant toutes les autres particules, enfin tous les autres micro-organismes, certaines parties de tous les micro-organismes, notamment notre rétrovirus candidat et célèbre, le HERV-W. Comme vous le savez, c'est un de nos sujets, justement, c'est l'hypothèse de réactivation rétrovirale. C'est prouvé fonctionnellement, le HERV, la cascade de signaling, passe par le TLR4. Donc tout ça, on a fait un candidat absolument génial. Donc, alors, grâce aux échantillons récoltés, grâce à nos amis, je ne vois pas Bruno éteint là, je vois Franck, mais pas Bruno, enfin, grâce à nos amis de Génétique BP, on a pu avoir accès
à une cohorte de bipolaires, parfaitement, et c'est ça un petit peu la force du travail, parfaitement analysé d'un point de vue phénotypique, homogène sur un plan génétique, c'est-à-dire sur le plan de l'origine, avec des catégories phénotypiques renseignées, etc. C'est, même si ce n'est pas les cohortes américaines ou les cohortes chinoises à 15 000 patients, c'est une cohorte qui est propre, qui est nette, et qui est comparée à des témoins recrutés dans les mêmes conditions et des témoins pour lesquels on connaît aussi leur statut de témoins supranormaux. Donc on a fait un choix sur des polymorphismes bien spécifiques. Des polymorphismes régulateurs dans la région 5' avant le gène, où on sait qu'il y a des facteurs de transcription qui agissent. Une région, des SNP dans la région 3', c'est-à-dire dans la région non traduite. Ici aussi, une région régulatrice. Et enfin, on a choisi 2 SNP qui sont connus dans le monde entier, qui sont majeurs. Ce sont les 2 premiers SNP qui ont été décrits par Harbour et par l'équipe de Lorenz et de Mira Cochin, qui montraient qu'il y a une réponse, la variation produisait un défaut de réponse au LPS. Et là, on a pu montrer d'abord qu'il y avait 2 SNP importants. Les 2 SNP, comme par hasard, ils étaient dans les régions régulatrices. Un au niveau du promoteur, un au niveau de la région 5', associés avec l'incidence de troubles bipolaires. Quand on a stratifié de manière encore plus intéressante, et ça va dans la théorie gène-environnement, l'effet était pratiquement exclusivement réservé au early onset. Donc ça, logiquement, ça allait. Ensuite, on a poussé la curiosité pour voir est-ce qu'il y avait un effet au niveau des saisons de naissance. Et là, curieusement, on a trouvé un effet, non pas avec l'hiver ou avec le printemps, mais avec la saison de naissance estivale. Ça n'a pas été très dur à écrire. Le papier a été accepté hier. Très dur à écrire, mais une des 2 hypothèses. Il y avait 2 hypothèses à considérer. Ceux qui sont nés en été, leur maman était enceinte en hiver et pendant le printemps. Donc on n'excluait pas qu'il y ait eu un problème in utero pendant le développement neurologique de l'enfant. Et après, ceux qui sont nés en été, il s'agit de TLR4. TLR4 reconnaît principalement les bactéries, principalement le LPS. Nous n'excluons pas qu'une gastroentérite, par exemple, chose qu'on ne regarde pas d'habitude, puisqu'on est plutôt attiré par des histoires de grumes, de grippe, etc. Peut-être qu'il y a eu des histoires de... Alors, tout ça, bien sûr, est hypothétique. C'est du data-driven, parce qu'on a des résultats. Les résultats se tiennent, il y a une suite logique. Maintenant, je pense que les études de réplication et les études gène-interaction nous permettront de voir un peu plus clair. Alors, sur un plan physiopathe, sur un plan pourquoi ces SNP sont associés. Quand on a regardé où étaient ces SNP, on a remarqué qu'il y en avait un qui était dans un site de transcription pour un facteur de répression, d'accord ? Et en fait, il suffit de casser le facteur de transcription par la mutation et on a une hyperexpression. Nous, on avait le génotype inverse. Ça veut dire qu'il y avait bien un facteur de répression hypothétique, en prédictif. Un facteur de répression qui se mettait au niveau du promoteur. Et donc, éventuellement, il y avait une diminution de production de TLR4. Dans la région 3' UTR, le site était un site de fixation pour un miRNA. Un miRNA, c'est un petit RNA qui est admis totalement maintenant pour réguler l'expression des gènes. C'est-à-dire que quand vous avez un miRNA qui se fixe sur son site, le gène n'est plus transcrit, ou il y a une diminution d'expression du gène. Donc, nous avions le polymorphisme qui favorisait la fixation de ce miRNA. Donc, on avait des arguments à discuter pour un papier, mais pas à discuter sur un modèle, etc. Des arguments pour penser que nos 2 génotypes étaient peut-être à l'origine
d'une mauvaise expression TLR4 et donc d'une mauvaise réponse immunitaire, si pathogène il y avait. Alors, l'association, l'analyse avec les deux fameux SNP au niveau de l'exon 2 et de l'exon 3. On a trouvé ici aussi, de manière assez logique, je dirais, une association avec le variant, c'est-à-dire là où le TLR4 ne fonctionne plus, avec les phénomènes auto-immuns, avec la thyroïdite qui est présente dans le trouble bipolaire dans bien des cas. Et là, ici aussi, alors, on a trouvé ça en dehors de toute influence de prise de lithium. Même si on savait qu'il est admis maintenant depuis 2 ou 3 ans que en fait, la thyroïdite est un endophénotype qui n'est pas tout à fait sous le contrôle du lithium, puisqu'il y a eu 2 ou 3 gros papiers de transmission, etc., on a quand même poussé, on a séparé entre thyroïdite sous lithium et thyroïdite avec lithium. Et on a montré que c'était en dehors de l'influence potentielle de la prise de lithium. Et on a montré donc que, en fait, quand on regardait les choses, ce SNP est associé avec toute une série de maladies auto-immunes. Et en fait, l'hypothèse, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le TLR n'est pas uniquement là pour repousser les infections. Il y a ce qu'on appelle les DAMP, c'est-à-dire les Damage Associated Molecular Patterns, qui sont ce que rejette la cellule, des morceaux de protéines tronqués, etc. Et qu'on est censé avoir rejeté par des systèmes de nettoyage, de scavenging. Une des hypothèses admises de l'auto-immunité, c'est qu'on n'arrive pas à éliminer ces substances, ces DAMP, ces substances qui sont endogènes mais pathogènes. On n'arrive pas à les éliminer par un phénomène, imaginons, par un défaut TLR4. Quand on n'arrive pas, il y a une stimulation continue de la réponse immunitaire et dans des individus qui sont génétiquement déterminés, la tolérance est rompue et on a le phénomène d'auto-immunité. Donc, ce qui explique probablement, sur ce travail-là, l'association qui a été remarquée. Le deuxième TLR qu'on a étudié, c'est TLR2, et qui est le TLR, à mon sens, et au sens de beaucoup de gens, le TLR le plus important. Parce que TLR4 se met à la surface sous forme d'homodimère. Le TLR2 se met toujours sous forme d'hétérodimère, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de TLR2 seul, il y a toujours TLR2, TLR1, TLR2, TLR6. Donc ça fait un répertoire de substances potentiellement reconnaissables absolument énorme. Et on ne sait pas exactement qu'est-ce qui est reconnu. C'est des listes énormes. Donc, on est parti justement sur cette histoire d'infection, en ayant quand même dans l'idée qu'on était parti sur un sensor général. Le sensor général, c'est le TLR4. Ensuite, on sait qu'il y a des histoires de microbiome, il y a des histoires de dérégulation intestinale, où il y a de l'inflammation intestinale. J'espère avoir le temps de vous montrer un petit exemple de la vraie vie. Et on s'est dit, le gène candidat, la molécule candidate, c'est TLR2. On ne s'est pas trompé, enfin du moins dans ce travail-là. Et donc, on a choisi la même chose. Le choix des SNP est en fonction de leur association et en fonction de leur position dans les différentes régions du gène. Et on a montré ici aussi qu'il y avait un génotype homozygote qui était associé donc avec les bipolaires à début précoce. Alors, ce qui est plus intéressant encore, parce que des fois nous avons l'effet haplotypique est un effet plus important qu'un effet génotypique. C'est-à-dire qu'on peut avoir des SNP qui sont sur le même gène. Il y en a un qui sort, l'autre qui ne sort pas assez bien, parce qu'il y a une question de puissance ou parce qu'il est en déséquilibre de liaison. Quand on prend un haplotype et qu'on essaye de voir quelle est l'influence de cet haplotype, si on trouve un effet haplotypique, on est en présence d'un marqueur plus ou moins important. C'est-à-dire que vous prenez ces 4 SNP
et vous passez un échantillon, vous pouvez dire il a l'haplotype de risque ou il ne l'a pas. Et donc on a montré qu'il existait un haplotype de risque, d'accord, et que cet haplotype de risque aussi était associé early onset et bipolaire. Alors, sur le plan du pathway, c'est la même chose. Donc on a regardé. Ça, par contre, il y a un tas d'études, il y a même des études fonctionnelles qui montrent que l'allèle qui n'est pas associé chez nous est un allèle qui est associé à une forte production de cytokines. Donc, à l'inverse, l'autre allèle est associé au minima à un fonctionnement normal, au maxima à un mauvais fonctionnement, mais par rapport à l'allèle qui est associé à une forte production de cytokines. Et donc ici aussi, on s'est retrouvé avec une hypothèse de diminution de défense vis-à-vis d'un pathogène. Alors, sur le chemin, là on fait une pause d'1 minute, on voit que finalement, d'après nos résultats, plus la réponse anti-infectieuse est compromise, plus le risque de susceptibilité d'avoir un phénotype ou un risque de développer un bipolaire. Alors, ce qui est en cours là maintenant, et je pense que ça c'est valable pour tout le reste de ce que je vais présenter, c'est continuer bien sûr, parce qu'on a déjà on a des choses là qui sont en cours d'écriture dans ce pathway d'immunité innée. Il y a une étape qu'on est en train d'essayer de monter qui est extrêmement difficile, qui est d'avoir des cohortes de background génétique différents pour pouvoir répliquer ces résultats. Parce que je pense que s'ils ne sont pas répliqués, ils n'auront la valeur que d'une étude. Ensuite, si on arrive à les répliquer, il y aura une période d'interaction gène-gène. Parce que c'est évident, on a une population, on a des polymorphismes. À un moment donné, il va falloir se poser la question, qui est le polymorphisme le plus important, comment ils interagissent entre eux et quels sont les résultats de ces interactions. Sortir, si possible, à un moment ou à un autre, et ça c'est le but de tout le projet, un algorithme de risque, c'est-à-dire que on a des marqueurs, on les sélectionne et on teste. Vous savez, maintenant, c'est même pas des bandelettes, hein, on est presque dans le truc pipi, hein, c'est-à-dire on met positif, négatif, voilà. Et enfin, valider, ça c'est le travail, ça c'est la deuxième partie de la thèse de José, qui est d'essayer de montrer, ce qui serait plus joli, que ce qu'on a raconté est fonctionnellement vrai. Alors, le deuxième gène qu'on a étudié, et en fait c'est le premier. C'est le premier puisque c'est le premier qui a été publié. On était en présence, là on vient de parler d'une chose, de développement de réponse immunitaire, de développement de réponse inflammatoire, d'inefficience, etc. Le pendant, quand on a une réponse qui se met en route, automatiquement, en même temps, vous avez des systèmes de défense, des systèmes de modulation qui se mettent en route. D'accord ? Et qui sont là pour surveiller. Si tout se passe bien, les systèmes ne bougent pas. Si, en cas de dépassement, parce que la réponse anti-infectieuse, la réponse immunitaire est à double tranchant. Elle évacue les pathogènes, elle règle les problèmes, mais si jamais elle sort du contrôle, elle peut être encore plus nocive avec des dégâts tissulaires, cellulaires, etc. Et ça, c'est contrebalancé par une myriade de molécules, dont HLA-G, qui est une molécule HLA non classique. Non classique parce qu'elle ne présente pas d'antigène. Sa fonction est uniquement une fonction de régulation. C'est-à-dire que quand on a du HLA-G, on sait qu'on augmente la tolérance et on baisse la réaction inflammatoire, la réaction immunitaire. Et on s'est fixé sur un événement mutationnel, une délétion de 14 bases paires, délétion insertion qui est admise pour moduler le taux de HLA-G. Et on s'est dit, en dehors de toute considération TLR, est-ce que cette modulation est aussi mise à contribution sur un plan génétique? Et donc on a testé ça. Et on a pu montrer effectivement que les patients BD
avait une empreinte génétique, avait un génotypage HLA-G en faveur d'une augmentation de HLA-G. Ça veut dire qu'ils étaient là, en fait, ils contrôlaient trop la réponse immunitaire. D'accord? Et ça veut dire que finalement, il y avait un autre mécanisme, dans l'autre sens, d'échappement. Vous avez un pathogène, vous avez une réponse immunitaire qui se met en place. Si votre système de modulation est trop fort, on éteint l'incendie, mais on laisse les dégâts. Et donc, on a montré, finalement, que c'était en faveur d'une diminution de réponse aux pathogènes. Et là, de manière très intéressante, quand on a fait des stratifications sur l'âge et sur la saison de naissance, on a trouvé que ça touchait... non, ça ne touche pas les early onset ici. Non, on a trouvé uniquement que c'était... Early onset, c'est un autre. On a trouvé uniquement que c'était lié à une saison de naissance hivernale. C'est-à-dire qu'on retombait dans un schéma qui était admis. Alors, c'est vrai que c'est des morceaux de puzzle. On trouve que les TLR agissent pendant l'été, le HLA-G. Moi, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas parce que ce sont des événements. Je pense qu'il y a des degrés de spécialisation de ces acteurs. Il est tout à fait normal que un acteur immunologique ou un acteur anti-inflammatoire, etc., ait plus de puissance contre un pathogène dans une fenêtre temporo-spatiale bien précise, etc. Donc, là, on a complété, puisque finalement les choses se rejoignent. Le paradigme est le même. Une diminution de la réponse anti-infectieuse, une augmentation de l'acceptation de la réponse de l'infection. Et tout ça concourt dans le même sens. Alors, ensuite, on s'est intéressé à quelque chose que maintenant, je pense, tout le monde connaît, c'est la CRP. La CRP, c'est le marqueur maintenant qui est de plus en plus admis, puisqu'il y a un papier toutes les 5 secondes qui sort. CRP associé, CRP machin, CRP comme signe inflammatoire des bipolaires, CRP dans schizophrénie, CRP dans autisme, etc. Donc on s'est dit, très bien, on sait faire du côté génétique, prenons cette molécule, qui est une molécule de l'inflammation, qu'on dose en routine, qui est une molécule de l'inflammation aiguë, de l'inflammation chronique, d'accord? Prenons-la, surtout que cette CRP, elle est modulée par l'IL1 et l'IL6. Pour qu'il y ait de la CRP, il faut qu'il y ait de l'IL1 et l'IL6. Or, quand on parle IL1 et IL6, on parle tout de suite bipolaire. On parle tout de suite schizophrénie. On parle tout de suite dérégulation cytokinique. Donc ça en faisait un gène candidat, d'autant que, en dehors du fait d'être un simple marqueur, finalement, c'est élevé, il y a inflammation, c'est pas élevé, il n'y a pas inflammation, la CRP a une fonction physiologique reconnue. Elle intervient dans les phénomènes auto-immuns. Elle protège contre les phénomènes auto-immuns parce qu'elle permet justement de se débarrasser de ces DAMP. Ça, c'est tout ce qui est connu. Enfin, j'en ai pris 3, hein. Mais c'est l'évidence de l'implication de la CRP dans le trouble bipolaire. Et ici aussi, on a choisi, c'est toujours la même cohorte, hein. Vous allez me dire qu'à un moment ou à un autre, cette cohorte-là, on l'a un petit peu essorée dans tous les sens. Bon. On n'avait pas le choix. Là, ce ne sont pas des preuves de concept. C'est une très bonne cohorte. Oui, ce ne sont pas des preuves de concept, mais c'est une construction mécanistique à prouver et à répliquer. Et donc, sur la CRP, on a trouvé que ça sortait avec des choses qui nous parlaient, qui parlaient à l'inflammation. D'abord, en termes de génétique, ça parlait early late onset. En termes d'association, vous allez voir pourquoi ça parlait au sexe, féminin, masculin. Thyroïdite, je viens de parler. Thyroïdite, c'est, quand on pense thyroïdite, on pense auto-immunité, on pense inflammation. Et le rapid cycling, qui, je pense, pour vous, psychiatres, veut aussi, enfin moi je l'ai appris en route, peut laisser à penser à des phénomènes inflammatoires in situ. Donc, là, ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y avait une association avec la thyroïdite. Alors, chaque fois, il y a eu, on a fait l'analyse. Ce papier est en cours de finition aussi. Hein. La thyroïdite, dans le sexe féminin, c'est connu. C'est connu puisque, de toute façon, même dans la population générale, c'est beaucoup plus fréquent chez les femmes.
celles qui ont fait un early onset, est tout à fait indépendant de la prise de lithium, c'est-à-dire dans la catégorie without lithium, thyroïdite without lithium, et que c'était associé avec le rapid cycling. Donc ça nous a permis d'identifier deux haplotypes. Un haplotype de risque et un haplotype, pas de protection, mais de non-risque. Quand on regarde la littérature, chacun des SNP de ces haplotypes, par exemple l'haplotype de risque, est lié à une forte production de CRP. Les autres ne sont pas liés, c'est ce qu'on appelle les low producers. Ça, c'est admis, c'est publié, et nous, ça nous conforte justement dans cette histoire d'hyperproduction de CRP qui n'agit pas sur l'incidence. Vous avez vu, ça n'agit pas sur le fait qu'il n'y a pas plus de risque pour être un bipolaire. Par contre, ça agit sur le fait qu'on puisse développer, qu'on puisse être rapide cycleur, qu'on puisse développer une thyroïdite. Alors, ça sort du four. Et en fait, c'est une molécule que tout le monde connaît. C'est la molécule, c'est une molécule volatile, donc elle était in the mood, hein, elle était dans l'air pendant 20 ans. Et en fait, c'est je ne sais jamais comment on dit, c'est l'oxyde nitrique, ou NO, nitric oxide. C'est une molécule qui a un effet double. C'est la molécule de tous les process et de tous les pathway biologiques. Rien ne se passe sans la présence du NO. Ça va de la défense contre les infections jusqu'à la régulation de la perméabilité vasculaire, à la perfusion cérébrale, etc. En excès, le NO est terrible parce que ça peut être générateur de dégâts cellulaires et de dégâts tissulaires. Alors le NO provient tout bêtement de la transformation de la L-arginine en NO avec plein de substrats là que je n'ai pas voulu mettre parce que ça aurait encombré. Et cette transformation se fait sous le contrôle de 3 isoformes de NO synthase. On a la NO synthase. Alors, initialement, ça a été identifié à cause de la première localisation. C'est-à-dire le neuronal, on l'a identifié au niveau des neurones et au niveau des nerfs, donc ça a été appelé neuronal. Ensuite, l'endothélial, c'est la même chose. Après, on a remarqué que finalement, leur distribution était beaucoup plus wild. Et en fait, ces 3 isoformes, neuronal, endothélial et inductible, appartiennent à 2 grandes familles. Deux catégories. Une première catégorie qui sont ceux qui sont exprimés de manière constitutive. C'est ce qu'on appelle le bon NO, c'est-à-dire le NO physiologique, qui intervient dans tous les processus physiologiques. Il est constitutivement exprimé à toute petite dose et efficace. C'est presque comme une hormone. On a le deuxième type de NO qui est l'inductible. L'inductible, c'est-à-dire INOS, n'est pas produit. Il n'est produit qu'en cas de stimulation. Et il est produit en cas de stimulation par des pathogènes, par un processus pathologique. Il est stimulé, il est induit, comme par hasard, par le LPS et par les cytokines. Une fois que la production de NO inductible démarre, c'est des kilos par rapport au NO constitutif. Donc, à très forte concentration, au lieu que ça soit une seconde de relargage, ça peut durer des heures et ça a un effet systémique. Le NO physiologique agit localement, c'est-à-dire au niveau de la cellule, au niveau de l'organe, etc. Le NO inductible, quand il y en a beaucoup, lui et ses métabolites circulent. Alors, c'est cet effet-là qui nous a intéressés. C'est cet effet de couteau à double tranchant. C'est-à-dire que vous avez d'un côté tous les mécanismes de régulation physiologique, et dès qu'on dépasse la quantité, dès qu'il y a une dérégulation justement de ce système oxydant-antioxydant, il y a formation d'un tas de composés qui sont ce qu'on appelle les Reactive Oxygen Species, les ROS, qui sont des tueurs d'ADN, des tueurs de protéines, etc., avec tous les dégâts tissulaires que ça peut engendrer. Alors, ce qui est intéressant aussi,
et là je vais aller assez vite. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un concept qui a été émis il y a 15 ans et qui n'a pas bougé. C'est-à-dire qu'il a été prouvé. Il y a un crosstalk, il y a un dialogue entre NO constitutive et NO inductible, à l'état physiologique. Quand il y a du NO constitutif, c'est-à-dire le bon NO, quand il est produit, la quantité de NO constante permet de ne pas activer la mise en place des systèmes inflammatoires, etc. En dehors de toute infection, si jamais ce NO constitutif diminue en dessous d'un certain seuil, ce système d'inhibition de NF-κB, de production des cytokines, etc., est levé naturellement. Et ça dérégule la production d'inductibles et tous les dégâts qui sont derrière. C'est ce qu'on appelle le crosstalk NO. Et ça a été prouvé en modèle animal, etc. Donc nous, on s'est dit, est-ce que le polymorphisme peut agir sur ce crosstalk? D'accord? Et c'est là où on a posé l'hypothèse. On a regardé, donc, avant de choisir les endpoints, une lecture rapide de la biblio sur NO et NO dégâts, etc. Ça pointe vers un phénomène qui semble quasiment admis. Ce sont des dégâts au niveau cérébraux qui sont prouvés par des études post-mortem. Il y a un phénomène qui est le suicide dans toutes ses variantes, où le NO est impliqué. Et quand vous voyez, j'en ai sélectionné quelques-uns là, la balance entre oxydants et antioxydants, c'est-à-dire entre NO et les systèmes de réparation, GST, etc., quand elle est rompue, c'est lié au suicide. Il y a une réponse auto-immune qui est liée aussi à la présence de NO en forte quantité. Il y a, ça c'est un super papier où on montre justement au niveau des cortex frontaux, des cortex post-mortem frontaux, où on arrive à montrer que l'unique NO qui est exprimé en très forte quantité, c'est l'inductible. Enfin, il y a des associations toutes bêtes où on a étudié la concentration de NO sérique, et on a trouvé que dans les cas de suicide, il y avait une concentration de NO élevée. Et enfin, pour rappeler justement, il y a des travaux qui ont été faits par Dan Rogescu sur le NO, sur NOS. Aucun résultat. Il voit les choses, il voit des facettes du suicide que nous n'avons pas vues. Nous, on s'est fixé sur violent suicide, comme vous allez le voir, et sur suicidal behavior. Bon, eux, ils se sont fixés sur... Mais aucun de ces papiers ne contredit les résultats que je vais vous montrer. Donc, de NO, on a pris une constitutive majeure, c'est NOS3, et on a pris l'inductible, l'unique, c'est NOS2. Toujours la même population. On a pris deux variants fonctionnellement prouvés pour être à l'origine de diminution d'expression de NO constitutif et des variants prouvés pour être à l'origine de forte production. Et on a pris les endpoints habituels, sauf qu'on a regardé un peu plus, de manière un peu plus en détail le suicide et les psychoses. Et la psychose au début. Et là, on a des résultats assez clairs. Et vous allez voir qu'on a vérifié par des méthodes, je pense, assez correctes. On montre que quand il y a peu de NO inductibles, constitutifs, peu de bons NO, on a une association avec violent suicide. On montre aussi quand il y a beaucoup de NO inductibles, c'est-à-dire le NO délétère, c'est associé à psychosis at onset. Caractéristique de early onset encore. Là, jusqu'à présent, la majorité des polymorphismes, ce qui est, à mon sens, très bien, sont beaucoup plus pertinents chez les gens à début précoce. Les deux. Donc, on a vérifié en faisant des multivariés dans tous les sens, en faisant des régressions logistiques. Et on a bien montré, en mettant des facteurs cliniques comme le sexe, des facteurs de différence, en mettant les polymorphismes ensemble, etc. On a vérifié qu'effectivement, il y en avait un qui était lié
avec violent suicide et l'autre qui était lié avec psychosis at onset. Alors, les possibilités sont multiples de discussion. Et là, je pense qu'on s'oriente vers... les possibilités, c'est que quand on diminue le NO, le bon NO, on compromet des mécanismes, des process physiopathologiques au niveau du cerveau. Et on induit des choses comme l'hypoxie-reperfusion, etc. On sait que le NO, c'est un second messenger pour tout ce qui est système glutamatergique et système NMDA. Donc, la relation peut être aussi à ce niveau-là. Et ces systèmes-là ont été en première ligne de tout ce qui est suicide. Deuxième, c'est des faces qui sont croisées. Deuxième possibilité, d'accord, c'est que quand on arrose de NO inductible, évidemment, on a des ROS, on a des substances qui sont délétères pour les tissus et on a des dégâts cérébraux. Et enfin, on n'exclut pas qu'il y ait tout bêtement un crosstalk. On a une diminution du bon NO, okay, cette diminution du bon NO, et on retrouve qu'en même temps, il y a des polymorphismes qui sont là pour assurer une forte production ou une production normale. Donc, ça peut être une boucle. Alors, je ne vais pas vous embêter beaucoup avec ça. Ça y est, j'ai fini. Juste parce que je voulais mettre à jour parce que ce travail a été fini, en fait. Je vais aller très vite. On ne peut pas faire de l'immunogénétique sans faire, à un moment ou à un autre, du système HLA. Le système HLA, d'abord, c'est pas possible. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire en faisant des SNP, en faisant des choses, parce que c'est tellement polymorphe qu'il faut des... Quand on parle de polymorphisme HLA, on ne parle pas de SNP. On parle d'une poche de présentation d'un peptide qui est spécifique à l'individu et qui présente un peptide X et dont la réponse est anti-X. Donc, quand on parle de système HLA, il faut avoir un typage HLA. Un RS ne veut rien dire. 10 RS ne veulent rien dire. Par contre, un haplotype A1B8DR3, ça veut tout dire. Un haplotype A1B8DR3, ça veut dire que c'est toutes les poches de présentation, A, B, C, D, R, D, Q, qui présentent des peptides et qui vont provoquer une réponse anti-inflammatoire. Un haplotype A1B8DR3, c'est un haplotype qui, même chez les individus normaux, est lié à un niveau élevé de cytokines. Donc, c'est ce qui nous intéresse dans ce travail-là. Donc, je vous passe... Alors, ça quand même, je voudrais saluer Stéphane, parce que quand on avait commencé à travailler là-dessus, on a tout de suite été tranquille, parce qu'il y avait déjà des résultats préliminaires sur un JWOS, qui, je pense, doit être en train d'être publié sur un JWOS, et on ne se connaissait pas. Quand ces résultats-là sont sortis, ils ont sorti, comme tout le monde, comme les Allemands, comme les grands groupes, ils ont pointé au niveau du système HLA. C'est-à-dire qu'il y avait des signaux qui étaient importants. D'accord? Donc, ce qu'on a fait, on a commencé par les early onset, parce qu'on n'avait pas de sous. Donc, on a fait les 261 early onset, et on a trouvé effectivement des associations avec des choses qui parlent à l'immunogénétique, qui parlent à l'inflammation, etc. On a complété ce travail. Là, maintenant, il est fini. Et donc, on a l'ensemble de la cohorte avec l'ensemble des résultats. Mais ça sera pour l'année prochaine. Voilà. Par exemple, suicidal behavior, A1B8DR3, DQ2, c'est l'haplotype auto-humain, et on retrouve des associations. Bon, ça, c'était la première partie. Maintenant, c'est fait sur l'ensemble. Donc, j'ai fini, mais je voudrais juste profiter de la présence de tous les psychiatres ici pour vous montrer 2 diapos de la vraie vie, juste 2. Donc ça, c'est l'ensemble. Je n'ai pas mis de nom, parce que je pense que tout le monde a participé. C'est plutôt une institution. C'est Saint-Louis avec toute mon équipe qui est là, et que je remercie. C'est les centres experts. C'est Marion Leboyer qui kidnappe. Et c'est l'argent de l'ANR, les nuits passées, etc., etc. Donc, c'est vraiment un méga projet. C'est vraiment quelque chose de construit et qui maintenant est en route et avance. Donc, bienvenue. Juste, il y a quand même des choses qui... Là, je vous ai montré ce que nous étions en train de faire, c'est-à-dire ce que
nous pourrons un jour peut-être donner en termes d'algorithmes, faisons ça, voilà les SNP à tester, etc. Mais vous rencontrez tous les jours des gens en consultation. Tous les jours. Et là, il y a des choses qui sont absolument extraordinaires. Je vais raconter juste un cas, un seul. Il y a 1 an, Nora m'appelle, Nora Hamdani, me disant qu'elle avait une patiente aux urgences, en pleine manie délirante, aucun antécédent. Et comme on travaille ensemble, je ne peux pas vous montrer tous les cas, etc., on a commencé à discuter. On avait dans le labo discuté, Wahid et moi, il y a 4 ans, d'utiliser le charbon végétal dans la GVH, c'est-à-dire dans la réaction du greffon contre l'hôte après transplantation, qui est une forme d'inflammation intestinale terrible. On a décidé, on s'est dit, why not? Seul antécédent, gastrectomie des 2/3 dans les 15 jours. Avec, évidemment, gastrectomie des 2/3 qui a été monitorée sur un plan psychiatrique, etc. Donc la bonne femme, absolument aucun problème. Elle a été mise, donc l'hypothèse c'était, il y a un problème au niveau de la barrière intestinale. Est-ce que le transit plus rapide? Est-ce qu'il y a une infection? Il semblait, la seule entrée, la seule porte était l'intestin. Donc ce qu'on a fait, c'est que on a évalué, c'est-à-dire qu'on l'a prélevé avant instauration, et ensuite, le Nora & Co, voilà, c'est du boulot absolument magnifique. Sur 4 mois, on a, je sais ce que c'est qu'une PANS, je sais ce que c'est qu'une Jung maintenant, d'accord? On voit très bien la diminution, et on voit très bien au niveau des... Alors, là, on a pris vraiment, on a fait le gros paquet. Hein. On a pris le CD14 soluble, qui est un marqueur de l'inflammation, qui est absolument redoutable. On a pris des cytokines pro-inflammatoires, on a pris des chémokines. Regardez un petit peu. Tout va en diminuant. Et la bonne femme est sortie au bout de 4 mois, toujours sous charbon. Ça ne mange rien, le charbon. Hein. La seule chose, c'est que ce n'est pas remboursé par la Sécu. Et elle va très bien. Ah non, 15 jours, c'est la deuxième patiente. Ah, durée d'hospitalisation. Oui. Non, on a 4 mois on avait première fois 4 mois de recul, maintenant c'est 8 mois. Voilà. Voilà, donc le mécanisme, et je ne vous embête pas, le mécanisme est là, c'est que finalement, possiblement, l'intervention chirurgicale a dû créer ce qu'on appelle en transplantation un cytokine storm, c'est-à-dire une tempête cytokinique. Cette tempête cytokinique peut traverser la barrière intestinale, passe dans le sang, et le cerveau est à côté. Voilà. Donc, on rentre dans le cadre de ce qu'on appelle la P4 médecine, c'est-à-dire la médecine prédictive, personnalisée, préventive et participative. C'est un concept de Leawood, de l'Institut de System Biology aux États-Unis. Voilà. Merci beaucoup.